Il est 21h30 à Nouakchott. Tout de suite, les principaux titres de ce qui fait l'actualité de ce mardi. Fin à Doha des travaux de la 24e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Ligue arabe, où le président de la République avait prononcé un discours dans lequel il passe en revue les progrès de notre pays dans divers domaines. Coup d'envoi des travaux de la 24e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Ligue arabe à Doha. La crise syrienne et la question palestinienne sont à l'ordre du jour. Lancement de l'opération d'enrôlement des réfugiés maliens installés dans le camp de Mberra à l'est du pays en présence du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je le disais tout de suite dans les titres, clôture aujourd'hui à Doha, au Qatar, des travaux de la 24e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Ligue arabe en présence du président de la République. Monsieur Mohamed El Abdelaziz avait tenu un discours dans lequel il a passé en revue les réalisations accomplies par notre pays dans les domaines politiques et économiques et le rôle que la Mauritanie joue dans les questions arabes et africaines. Voici l'intégralité de ce discours avec Cher Zendesem. صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. Altesse Cheikh Hamed Ben Khalifa Al Thani, émir de l'État frère du Qatar, président du sommet, Majesté, Excellence et Altesse, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi d'abord de remercier mon frère, Son Altesse l'émir Cheikh Hamed Ben Khalifa Al Thani, émir de l'État frère du Qatar, pour l'accueil et l'hospitalité qui nous ont été réservés et qui dénote l'authenticité de la société qatari, gouvernement et peuple. Je remercie et félicite aussi le président Jalal Talabani qui a accompli pleinement sa mission lors de la présidence de l'Irak de la précédente session de notre organisation, tout en lui souhaitant prompte guérison. La 24e session ordinaire de la Ligue arabe se tient au moment où nous faisons face ensemble à un certain nombre de défis, au premier plan desquels l'accomplissement du développement durable. Cela requiert la sécurité, la stabilité, le soutien à l'investissement direct et la promotion des systèmes éducatifs et pédagogiques de notre monde arabe afin que nous puissions accompagner le développement du savoir, le renouvellement des technologies ainsi que la mise en place d'un environnement propice aux investissements publics et privés et au développement durable. Monsieur le Président, Majesté, Excellence et Altesse, Mesdames et Messieurs, conscients en Mauritanie du lien organique entre le développement et la sécurité, nous avons œuvré à assurer la sécurité de notre pays en faisant face aux groupes terroristes et bandes de trafiquants qui menaçaient nos frontières. Nous avions aussi mis en garde à temps nos voisins et nos partenaires contre ce danger permanent. Nous étions également déterminés à élargir les espaces de liberté, publics soient-elles ou privés, faisant de notre pays un exemple à suivre au niveau régional dans plusieurs domaines comme celui de la liberté d'expression, de manifestation ou celui de la liberté de la presse. L'occupation du Nord Mali a résulté de la négligence du danger du terrorisme. En dépit des mesures sécuritaires draconiennes que nous avons prises, nos frontières sont restées ouvertes à nos frères réfugiés qui vivent des conditions humanitaires difficiles. Notre pays a servi de terre d'accueil à plusieurs milliers d'enfants, de femmes et de vieillards qui fuient la guerre au Nord Mali. Monsieur le Président, Majesté, Excellence, Altesse, Mesdames et Messieurs, dans le domaine économique, la Mauritanie a modernisé son code d'investissement pour encourager les opérateurs économiques en leur accordant des facilités fiscales considérables et en facilitant les procédures administratives. Ces mesures ont été soutenues par la création d'une zone franche à Nouadhibou, notre capitale économique, qui jouit d'une position géographique avantageuse, la situant à bord de l'une des côtes les plus poissonneuses au monde et dans une zone riche en minerais et qui ouvre sur l'Amérique riveraine du bassin méditerranéen. Une zone qui constitue un trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest.
Toutes ces spécificités peuvent faire de Nouadhibou un pôle économique régional qui encourage les échanges nord-sud. Monsieur le Président, Majesté, Excellences, Altesses, Mesdames et Messieurs, la souffrance du peuple palestinien se poursuit sous l'occupation en dépit des efforts arabes et des initiatives internationales. Les conditions dramatiques dans lesquelles vivent nos frères en Palestine, à El-Quds-Est, en Cisjordanie et l'embargo injuste imposé à la bande de Gaza constituent un défi pour la communauté internationale et impose à la Oumma arabe de prendre les mesures pratiques pour mettre fin à la souffrance du peuple palestinien. Nous félicitons par ailleurs l'État de la Palestine pour être admis comme observateur à l'Organisation des Nations Unies. Majesté, Excellences, Altesses, Mesdames et Messieurs, je voudrais appeler à partir de cette tribune les dirigeants de la Oumma arabe et ses sages afin d'œuvrer pour mettre fin au bain de sang en Syrie. Le dialogue entre les protagonistes de la crise syrienne constitue la meilleure approche pour mettre un terme aux combats internes et à l'effusion du sang tout en veillant à l'unité et à l'intégrité de l'entité syrienne. Dans ce cadre, je réaffirme le soutien de la Mauritanie à la mission délicate que mène l'envoyé spécial de la Ligue arabe et de l'ONU en Syrie, M. Lakhwar al-Ibrahimi. Majesté, Excellences, Altesses, Mesdames et Messieurs, le renforcement de l'action arabe commune à travers des regroupements régionaux à vocation économique, sociale et politique est l'un des objectifs qui doivent être atteints à travers la liberté de circulation des personnes, des marchandises et des capitaux au sein du même espace. Dans ce cadre, la République islamique de Mauritanie œuvre inlassablement à la dynamisation de la marche de l'Union du Maghreb arabe. Majesté, Excellences, Altesses, Mesdames et Messieurs, permettez-moi enfin de renouveler mes remerciements à mon frère Cheikh Hamad Ben Khalifa Al-Thani, au gouvernement et au peuple qatari, espérant plein succès aux travaux de notre sommet. Allah a dit: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et toujours à Doha, la 24e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Ligue arabe avait débuté ses travaux un peu plus tôt dans la matinée sous le thème « La nation arabe, situation actuelle et perspectives d'avenir ». Cette conférence a discuté de plusieurs dossiers, dont celui de la Syrie et de la Palestine. Plus de détails avec Cheikh Nasher Saadbou. 16 dirigeants arabes, dont le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, et d'autres hauts responsables ont fait le déplacement pour assister au 24e sommet arabe qui se tient à Doha. Ce sommet qui se réunit sous le thème « La nation arabe, situation actuelle et perspectives d'avenir » discutera de plusieurs dossiers dont celui de la Syrie et examinera la démarche à suivre pour mettre fin à l'effusion de sang dans ce pays arabe. C'est dans cette optique que le président de l'actuelle session, Son Altesse Cheikh Hamad Ben Khalifa Al-Thani, a défini les grands traits de l'action commune arabe, marquée aujourd'hui, a-t-il dit, par une nouvelle vision conforme aux aspirations des peuples arabes. Les dirigeants auront également à discuter de la formation d'une commission ministérielle arabe pour prendre contact avec les États-Unis d'Amérique et les forces internationales en vue de la redynamisation de l'opération de paix dans la région et de stopper les agressions israélienne contre les Palestiniens. Des résolutions sont attendues de ce sommet qui concernent entre autres d'exiger l'arrêt des combats en Syrie, la redynamisation des résolutions relatives à la question palestinienne, y compris le projet du fonds El-Quds. Pour le chapitre économique, des résolutions relatives à la restructuration de la Ligue arabe et la complémentarité économique entre les pays arabes seront aussi sur la table et peut-être adoptées pendant ce sommet. En ce qui concerne la dynamisation des mécanismes de complémentarité économique, il est attendu que le communiqué du sommet de Doha appelle à appuyer les économies des États arabes qui ont connu des changements politiques après ce qui est appelé les révolutions du printemps arabe. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, est arrivé ce matin à Doha, en Qatar, pour prendre part à la conférence des chefs d'État des pays membres de la Ligue arabe.
Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Doha par Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, prince héritier de l'État du Qatar, en présence de notre ministre des Affaires étrangères, de la coopération, ainsi que de notre ambassadeur accrédité auprès de l'État frère du Qatar. Au salon d'honneur de l'aéroport international de Doha, le président de la République a eu des entretiens avec le prince héritier du Qatar. Et ils ont évoqué donc quelques dossiers liés à ce sommet arabe et autres sujets en rapport avec la coopération bilatérale. Le président de la République avait effectué une escale technique ce matin à l'aéroport de Tunis-Carthage sur la route de Doha pour prendre part au sommet des États de la Ligue arabe. Il avait été accueilli par une délégation gouvernementale tunisienne de haut niveau. Et retour maintenant à Nouakchott où nous allons parler de la 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OMVS qui s'est achevée hier après-midi au Palais des Congrès en présence du président de la République Mohamed Abdel Aziz, de ses pairs du Sénégal Macky Sall, du Mali Dioncounda Traoré et de la Guinée Alpha Condé. Un ensemble donc de décisions et de résolutions ont été adoptées à l'issue des travaux sanctionnés par la lecture d'un communiqué final. Compte rendu, Abdelrahman Hamad. La 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, a été sanctionnée par un communiqué conjoint dit Déclaration de Nouakchott comprenant l'élection du président de la République, M. Mohamed Abdel Aziz, à la tête de cette organisation, ainsi que l'adoption de plusieurs mesures et résolutions susceptibles de réactiver les institutions et instances de l'OMVS. La cérémonie de clôture a été marquée par un discours du président de la République, M. Mohamed Abdel Aziz, président en exercice de cette organisation qui renferme, outre la Mauritanie, le Sénégal, le Mali et la Guinée. Discours dans lequel il a précisé que notre pays œuvre tout au long de sa présidence de l'OMVS pour répondre aux aspirations des populations des pays membres, des aspirations qui portent sur la complémentarité, l'intégration et le développement de leur pays. De son côté, le président sénégalais, M. Macky Sall, a, au nom des présidents qui participent à ce sommet, exprimé leurs sincères remerciements au président de la République, M. Mohamed Abdel Aziz, au gouvernement et au peuple mauritanien pour la réussite de cette édition et pour l'accueil chaleureux dont ils ont été l'objet. La déclaration de Nouakchott a connu plusieurs résolutions, dont notamment une résolution relative au financement du programme de réhabilitation et de rénovation du barrage de Diama et de ses ouvrages annexes et accessoires, résolution relative à la délimitation et à la mise à disposition de l'OMVS de domaines portuaires du fleuve Sénégal, ou encore résolution relative à l'électrification des villages déplacés ou affectés lors de la construction d'ouvrages hydroélectriques. La conférence a également instruit le Conseil des ministres à tenir dans les meilleurs délais une session extraordinaire pour trouver une solution au recrutement de l'opérateur des ouvrages de Manantali et Felou et prendre les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier de ce jeune. Elle a enfin nommé un nouveau président du Conseil des ministres, un nouveau haut commissaire et un nouveau haut commissaire adjoint. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le secrétaire général du gouvernement et plusieurs autres personnalités de l'État, ainsi que la représentante du Haut Commissariat pour les réfugiés en Mauritanie ont supervisé le lancement de l'opération d'enrôlement des réfugiés maliens installés dans le camp de Mberra à l'est du pays. Cette opération répond aux exigences des normes internationales qu'exigent certaines organisations humanitaires. Compte rendu de Moussa Ndiaye. Plus de 75 000 réfugiés maliens sont installés dans le camp d'Embera, à l'est du pays, au sein duquel ils bénéficient d'un environnement de protection favorable et ont accès à l'assistance fournie par les autorités mauritaniennes et les organisations humanitaires. Le gouvernement mauritanien a déployé des efforts en matière de sécurité. Il a offert le territoire, il a offert la protection juridique, mais le HCR s'occupe d'autres aspects qui sont l'alimentation, la santé, l'éducation. Et l'enrôlement que nous avons entamé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la réponse humanitaire qui incombe au gouvernement mauritanien pour s'assurer que les réfugiés maliens, quand ils quitteront
la Mauritanie, quand ils viendront chez eux, ils soient inscrits de façon convenable aux normes internationales et que la biométrie leur permettra d'accéder à tous les droits qui sont inhérents à la biométrie, qui sera dorénavant internationale et va s'imposer au monde entier. Cette opération d'enrôlement de réfugiés maliens sur les territoires mauritaniens vient compléter celle des opérations engagées par l'État mauritanien depuis quelques années. Le HCR félicite les autorités mauritaniennes pour cette initiative qui renforce la garantie des droits de réfugiés installés dans le camp d'Umbera et contribue à la réponse humanitaire à la situation des réfugiés maliens en Mauritanie. Le HCR saisit également cette opportunité pour saluer la geste humanitaire des autorités mauritaniennes qui, depuis janvier 2012, ouvrent leurs frontières aux réfugiés maliens, fournissent une assistance directe aux réfugiés et déploient des efforts pour faciliter la mise en œuvre de la réponse humanitaire. Les principaux responsables concernés par ces dossiers d'Umbera ne ménagent aucun effort pour renforcer la protection des réfugiés maliens à travers la mise en place de 4 centres d'enrôlement dont l'objectif est de mettre en place une base de données fiable des habitants du pays, étrangers ou mauritaniens. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un séminaire de réflexion sur la place de la femme dans l'islam. Cet atelier est organisé par l'Union des femmes journalistes mauritaniennes. Il a pour objet l'adéquation de l'image standard négative de la femme dans les médias. Retour à Cheikh Nasher Saadbou. La femme dans l'islam, la femme mauritanienne, diversité et apport, la femme dans les médias, réalité et perspective, femme qui traite l'information, ce sont là les thèmes traités durant cet atelier de réflexion organisé par l'Union des femmes journalistes mauritaniennes. Une occasion pour le secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Rassoul Ould Khal, d'indiquer que la Mauritanie vit la liberté de presse qui est importante pour jeter les bases de la démocratie. Dans cette optique, le secrétaire général a passé en revue l'existence d'un bon nombre de télévisions et des radios privées, mettant en relief la responsabilité du média de doter les citoyens des connaissances en faveur du développement et pour changer l'image standard négative de la femme. Il a en outre signalé que son département applique l'approche genre et la discrimination positive dans le champ du média. Auparavant, la présidente de l'Union, Mme Meima Mohamed Ahmed, avait indiqué que l'atteinte des objectifs du millénaire requiert la participation efficace de la femme dans la vie, considérant que la participation de la femme mauritanienne reste encore médiocre. Elle a convié les médias à une contribution efficace pour donner une image claire de la participation de la femme au développement, témoignant au passage sa forte présence dans l'histoire islamique. Les participants ont suivi des exposés traitant ces différents thèmes et des récompenses ont été remises à plusieurs femmes pionnières, tout ceci pour mettre en relief le rôle important de la femme et préciser que sa contribution dans la vie active provient des préceptes de l'islam, donc sa participation constitue un apport inestimable pour le développement d'un État. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier de lancement du projet REP Sahel organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec l'Observatoire du Sahara et du Sahel portant sur le réseau d'observation environnementale. L'ouverture de ces travaux s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cet atelier va permettre aux participants d'identifier les besoins de la Mauritanie en matière d'observation environnementale. L'Observatoire du Sahara et du Sahel intervient dans 7 pays africains qui sont la Mauritanie, le Sénégal, le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et le Mali. Et nous passons maintenant à l'actualité des partis politiques. Le parti Liqa pour la démocratie a organisé hier dans son siège de Nouakchott une rencontre au cours de laquelle le parti a accueilli de nouveaux adhérents de Chegar. Le président de ce parti, Mahfouz El-Bettah, a souhaité la bienvenue à ces nouveaux adhérents. Il a par ailleurs ajouté que cela prouve que la jeunesse mauritanienne approuve et adopte le programme du Liqa pour la démocratie.
Actualité internationale, à présent, des rebelles centrafricains en armes patrouillaient aujourd'hui à Bangui pour faire cesser les pillages au lendemain de l'annonce par le nouvel homme fort du pays, Michel Djotodia, qu'il prenait le pouvoir pour 3 ans. Dans la confusion, le bilan des violences restait difficile à établir 2 jours après le coup de force ayant permis à la rébellion Seleka de renverser dimanche le président François Bozizé qui était au pouvoir depuis 10 ans. Des patrouilles mixtes composées de la force multinationale d'Afrique centrale, la FOMAC et de membres du Seleka étaient chargés de sécuriser la capitale où un couvre-feu avait été instauré. Lundi, donc, l'Union africaine avait suspendu la participation de la Centrafrique à l'organisation. Elle avait également imposé des sanctions contre 7 responsables du Seleka. Et en Afghanistan, 7 kamikazes talibans portant tous des explosifs ont été tués lors d'une attaque complexe contre une base de la police à Jalalabad, principale ville de l'est du pays, qui a fait au moins 5 morts chez les forces de l'ordre. Les talibans ont revendiqué l'attaque en affirmant qu'ils visaient une académie de police dans laquelle des instructeurs étrangers enseignaient pour 300 recrues. L'attentat commis par un grand nombre d'assaillants a causé de lourdes pertes côté policiers. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Avant de quitter comme toujours, le rappel des titres. Fin à Doha des travaux de la 24e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Ligue arabe, où le président de la République avait prononcé un discours dans lequel il passe en revue les progrès de notre pays dans divers domaines. Coup d'envoi des travaux de la 24e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Ligue arabe à Doha. La crise syrienne et la question palestinienne étaient à l'ordre du jour. Lancement de l'opération d'enrôlement des réfugiés maliens installés dans le camp d'Emberra à l'est du pays en présence du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Merci d'être resté avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée.